Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans cette émission de débat sur Canal 3 Télévision. De la vie du simple consommateur, même s'il y a la volonté de consommer et valoriser les produits du terroir, la cherté de ces produits, bien entendu, constitue un frein que des Béninois préfèrent carrément consommer les produits importés. Cela est une triste réalité, mais ça dit que la bataille de la consommation locale est-elle loin d'être gagnée? On se pose la question. Et puis avec l'organisation depuis plusieurs années, des mois du consommant local, où en est le Bénin justement dans la promotion des produits locaux. Ça va être le menu de ces minutes de discussion avec mes invités. Madame Sandra Idossou, bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes la directrice de la galerie Couleur d'Afrique. Vous êtes aussi très connue pour vos initiatives en faveur des artisans, par exemple apéro, dégustation dans ce mois du consommant local, on va y revenir. En face de vous, j'ai Dr Edmond Kifoli. Vous êtes consommateur des produits locaux, j'en conviens avec vous, mais vous aussi médecin de santé publique et vous résidez à Porte-Nour. Merci d'avoir fait ce trajet jusqu'à Cotonou pour participer à cette émission. Ma première question, c'est avec vous, Madame Sandra Idossou. Comment vous vivez ce mois du consommant local? Alors, je dis souvent que moi, dans ma façon d'être, dans ma façon de fonctionner, de vivre, le mois d'octobre ne change pas de mon mois de septembre, ni vous de mon mois pas le mois d'octobre. Voilà. Parce que pour moi, consommer local, ce n'est pas seulement en octobre. Consommer local, c'est une façon de vivre. Et depuis que j'ai compris l'importance, l'impact que le consommant local a d'abord sur notre santé, sur nos économies, sur les industries créatives. Pour moi, c'est tous les jours consommant local. La compréhension est venue d'où? De quel constat? Cela pourrait aider d'autres Béninois à comprendre l'enjeu de la consommation locale. À quel moment? Je pense que c'est arrivé il y a peut-être une dizaine d'années. Mais maintenant, en regardant loin, je me rends compte que depuis toujours, j'ai aimé tout ce qui était local. J'ai toujours aimé tout ce qui était naturel. J'ai toujours consommé, essayé de manger local. Et peut-être qu'il y a 10 ans, en faisant plus attention à la composition de ce que nous mangeons, j'ai commencé par me poser des questions. Alors, j'ai aujourd'hui un garçon qui a 12 ans. Donc, peut-être que c'est aussi depuis qu'il est né, c'était toujours, est-ce qu'on est obligé de donner le lait importé? Est-ce que j'ai commencé par me poser des questions? J'ai commencé par me dire, ben, au lieu de lui donner les petits pots, tous les petits suces, enfin bref, tout ce que on nous propose, parce qu'on se dit, bon, on est de la classe moyenne, tout ce qu'on doit donner, les compotes par-ci, par-là. J'ai commencé par me dire, mais pourquoi ne pas chercher des produits qui n'ont pas d'additifs, qui n'ont pas de conservateurs? Et donc, petit à petit, je me suis lancée, je dirais corps et âme, parce que, bon, moi, quand je suis convaincue de quelque chose, je me lance entièrement là-dedans. Et donc, depuis quelques années, j'essaye vraiment de consommer local. Mais il y a quelques jours, j'ai retrouvé une de mes photos qui datait de 20 et quelques ans. Et je me suis surprise parce que j'ai retrouvé que sur cette photo, je portais une tenue africaine dans un milieu européen où il fallait représenter le Bénin et l'Afrique. Et j'étais la seule africaine à porter des tissus. Donc, je pense que ça a toujours été en moi, le consommant local. J'ai toujours aimé ce que nous avons. J'ai toujours été très fière d'être africaine et de le porter dans ma façon de vivre. Ce choix, peut-être que pour certains aujourd'hui, c'est encore difficile et compliqué de faire ce choix. Comment c'est arrivé avec vous? Est-ce à dire qu'à chaque fois que vous sentez un besoin, vous vous dites, je dois d'abord regarder dans mon environnement et voir ce qui est produit? Alors, en tant que jeune, quand on est cadre, quand on est de la classe moyenne, c'est vrai. On fait les boutiques. On fait les boutiques. Et j'en ai fait. Voilà, justement. J'en ai fait. J'ai mis beaucoup d'argent dans les sacs de grandes marques. J'ai mis beaucoup d'argent dans tout ce que les jeunes font aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je les vois aujourd'hui, ça vous fait sourire. Voilà, je rigole et je dis, bon, c'est un passage. Une fois qu'on passe à tous ces niveaux, on se rend compte qu'en réalité, c'est du bling-bling derrière, mais que, voilà, on peut vivre autrement. À quel moment c'est arrivé? Bon, moi, je pense que ce passage-là vient quand on comprend un certain nombre de choses.
basculer, ça n'a pas été difficile. Et comme je dis, ça a été très progressif. Petit à petit, chez moi, dans ma maison, mes meubles, moi, je n'ai jamais, par exemple, acheté des meubles importés. C'est ça. J'ai jamais été attirée par les poufs en cuir, enfin bref, tout ce truc bling-bling, je n'ai jamais acheté. L'autre fois, j'ai fait un post pour dire, par exemple, j'ai jamais acheté de perruque. Enfin bref, il y a des choses qui n'ont pas été difficiles à changer parce que ça a été toujours mon style de vie. C'est ça. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que derrière le consommation local, ce n'est pas juste une question d'identité, mais c'est surtout une question d'économie. Qu'est-ce que cela génère derrière? Voilà. On va évoquer cet aspect tout à l'heure. Docteur Edmond Kifouli, est-ce que à votre niveau, il y a eu aussi un moment de transition? Vous vous êtes peut-être dit, bon, maintenant, il faut faire focus sur ce qui est produit chez moi, dans mon pays, dans votre façon de vivre? Oui, il y a certainement une période de transition. En fait, ce qui a créé le déclic, c'est que c'est, disons, depuis une vingtaine d'années, c'est ça. J'ai noté en tant que médecin de santé publique qu'il y a des maladies chroniques, des maladies dites métaboliques liées à l'alimentation, tout ça là. Ces maladies sont de plus en plus courantes dans nos pays. Et alors que bon, c'était connu par le passé que c'était plus des maladies infectieuses, les épidémies qui nous envahissaient, en fait, qui faisaient le quotidien. Mais depuis une trentaine d'années, on a remarqué qu'il y a de plus en plus de maladies chroniques, le cancer, l'hypertension artérielle, le diabète. Donc, toutes les études ont montré que non seulement ces maladies sont de plus en plus fréquentes, mais elles affectent des personnes de plus en plus jeunes. C'est ça. Alors qu'il y a une cinquantaine, il y a une soixantaine d'années, c'était... Il faut attendre un certain âge. Il fallait attendre un certain âge. Donc, un certain nombre de facteurs associés, de facteurs déterminants étaient associés. Et entre autres, notre alimentation. Surtout. Or, pendant la même période, on a pu remarquer que nous avons fait un peu comme un changement alimentaire. C'est-à-dire, non seulement on a commencé par manger comme des blancs, mais en plus, tout ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Or, lorsque vous mangez quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de votre terroir, de votre milieu, de votre localité, vous n'avez pas de contrôle sur ce que vous mangez. C'est ça. Ça, donc, c'est depuis le point de vue alimentaire. Donc, toutes les études concordent aujourd'hui pour dire que tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas sain. Tout ce que nous mangeons, surtout que nous n'avons pas les moyens de les contrôler et que nous sommes obligés de les manger parce que nous n'avons pas le choix compte tenu de ci, de ça. Ça nous pose des problèmes. C'est ça. Ça, c'est du point de vue alimentaire. C'est ça. Mais il n'y a pas que ce que nous consommons, et qu'ils soient des aliments congelés ou pas, aliments transformés ou pas, les jambons et autres, que nous retrouvons dans les supermarchés et sur lesquels on n'a pas de contrôle. C'est ça. En dehors de ça, il faut dire que du point de vue consommation, comme l'a dit Mme Dossou, il y a un peu comme ce complexe, cette envie d'être moderne. Et pour être moderne, il faut consommer ce qui est à l'extérieur. Peut-être que vous allez trouver ce que je dis un peu... Ça va vous faire sourire, puisque je ne suis pas dans une tenue locale. Bon, mais c'est le politiquement correct, pour le dire ainsi. C'est pour dire que tout ce que nous consommons, ça vient pratiquement de l'extérieur. Parce que nous n'avons pas conscience que ça nous crée des problèmes de santé, comme je l'ai dit, mais des problèmes financiers. Parce que chaque fois que nous consommons quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est que nous créons des emplois à l'extérieur. C'est ça, c'est ça. Alors, comment vous expliquez justement que dans un pays qui bénéficie de belles saisons, nous avons une très belle nature, avec beaucoup de richesses,
on n'a pas su justement garder dans nos habitudes, n'est-ce pas, l'idée de consommer local. Aujourd'hui, quand on en parle, c'est pratiquement difficile pour des citoyens de ce pays d'envisager même l'idée d'aller vers la consommation locale. Pour vous qui êtes plus anciens, on peut vous faire ce procès, donc n'avoir pas légué cette habitude. En fait, il faut dire que chaque génération a ses référentiels. Au moment où nous, on était à l'université, celui qui est moderne, c'est celui qui porte des choses venues de l'extérieur. C'est celui qui s'alimente dans les supermarchés. Voilà. Encore que dans les supermarchés maintenant, actuellement, on trouve des produits locaux. Déjà, à l'époque, quand on va dans les supermarchés, c'est uniquement les produits venus de l'extérieur. Et le marché, on retrouve les produits intérieurs. Les pauvres. Les produits locaux. Ouais, tout à fait. Malheureusement, il se fait... Les pauvres parce que dans l'imaginaire, le marché, c'est pour les pauvres. Et le supermarché, c'est pour les classes moyennes ou les riches. C'est en fait l'idée qui était partagée, collectivement partagée. Et lorsque vous prenez de mauvaises habitudes pendant de longues années, pour les changer, ça prend beaucoup de temps. C'est pour cela, lorsqu'on parle de consommation local, au lieu que ce soit quelque chose de basique, d'évident, de naturel, on a le sentiment que c'est une nouvelle idéologie qu'on veut nous communiquer. Donc, il y a des résistances. Et parfois même, ceux qui le disent ou ceux qui le promeuvent, eux-mêmes ne sont pas encore convaincus. Tout à fait. Donc, de la chose. Oui, mais cela veut dire que il faut le marteler tous les jours. Il faut le dire à tous les niveaux. Il ne faut pas que ce soit seulement des journées de consommation locale. C'est-à-dire au quotidien, des exemples doivent être donnés. J'imagine que si le maire de la commune prend certaines initiatives, sa population qui se met à travers lui aura tendance à faire la même chose. Si le président de la République aujourd'hui porte une fois par semaine des tenues locales, vous allez voir que instantanément, les gens, si les ministres, ou vous allez dans les ministères, vous trouvez des meubles fabriqués par nos artisans, en bambou ou bien en roté, vous allez voir que tout de suite, ça va changer les choses. Donc, il faut... On reviendra sur des initiatives d'action qui peuvent renverser la tendance. À tous les niveaux. Madame Sambra Idossou. J'ai juste envie de rajouter quelque chose à ce que le docteur a dit. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le fait de dire, à leur époque, on avait dit, le pauvre va au marché... Les riches vont dans les supermarchés. Au supermarché. Je pense qu'il faut revenir à l'origine même du problème. C'est-à-dire que dans notre mentalité, je ne sais pas si c'est lié à la colonisation, mais à un moment donné, on s'est laissé convaincre que ce que nous avions n'était pas assez bien pour nous. Et que c'est seulement ce qui venait d'ailleurs qui était reconnu, qui était bien. Donc, tant que nous n'allons pas changer de mindset par rapport à comment nous voyons ce qui est fait chez nous, tant que manger du gombo, par exemple, signifie qu'on est pauvre. Qu'on n'a pas d'argent. Voilà. Alors que manger des spaghettis veut dire qu'on a de l'argent. Tant qu'on ne va pas changer cela et voir de la valeur dans notre gombo, nous allons continuer par acheter les pâtes importées, les spaghettis, tout ce que... Enfin, désolé de dire ça comme ça, mais tout ce que je mets comme des cochonneries. Parce que dans notre mentalité, nous avons des problèmes par rapport à comment nous voyons. Alors, ce changement viendra de qui? Le docteur a parlé des résistants. Dans notre société, on en rencontre encore. Nous avons aujourd'hui une jeunesse de plus en plus extravertie, avec les réseaux sociaux. On voit ce qui se passe ailleurs. Est-ce que cette tendance, comment on la renverse? Dans nos écoles, comment on la renverse? Alors, sur tous les plans. Le docteur a parlé tout à l'heure du président. J'aime souvent donner cet exemple parce que je me dis que quand en octobre, on met des millions pour faire une campagne où on met des affiches, par exemple, on a des bâches, il suffirait que le président de la République porte une tenue, comme il a dit,
qu'il mange local, qu'on montre une image de lui en train de consommer local, ça va dépasser tout ce qu'on met en termes de budget dans ces campagnes. C'est pour dire que changer ces comportements doit commencer à tous les niveaux, en commençant par le haut. Si le président le fait, bien évidemment, les ministres, vous allez voir les ministres qui parlent de consommation locale, vous voyez comment ils sont habillés, hein? Vous voyez des ministres ou des autorités. Ils s'efforcent par moment, surtout en période électorale. Nous les voyons en tenue locale dans nos villages. Je ne veux pas tirer sur eux, mais pas suffisant pour vous. Nous voyons. Pour dire que si le chef commence, si les ministres commencent, les maires, les directeurs et tout ça, petit à petit, on va impulser, on va amener les autres à vouloir être comme eux. Donc, à ce niveau, ça doit commencer par là. Exactement. Nous devons être des exemples. Le consommant local ne doit pas être juste un discours, ne doit pas être juste une parole, mais ça doit être notre façon de vivre. Et il faut que ça se voit. On dit que l'image parle plus que les paroles. Donc, il suffit d'une image et nous allons voir que ça va avoir d'impact. Si nous retournons dans nos écoles, il faut que dans nos écoles, regardons un peu ce que nos enfants continuent à apprendre. Si dans ce qu'on leur montre, c'est que c'est tout ce qui vient de là-bas. C'est l'Europe, c'est les autres, c'est eux. Non, tant que nous n'allons pas changer la façon de penser à ce niveau-là, même dans les écoles, ça ne va pas changer. Nous allons célébrer le mois d'octobre pendant 10 ans, rien ne va se passer. Maintenant, il faut qu'au niveau des ministères, enfin, les administrations qui ont le mandat pour poser des actes, en tout cas pour faire des choses qui font décoller justement ce consommation local, il faut que ce soit du concret. Il faut que les exemples, vous allez au ministère, ces ministères-là par exemple, allez voir leur pause café. Ça va être quoi? Pain, croissant, café, thé, parce que c'est ça qui montre qu'on est chic. Alors que dans nos produits locaux, nous pouvons les utiliser pour les amener à ce niveau de qualité pour que ces produits soient présents à tous ces endroits, que ce soit ministère, que ce soit hôtel et tous ces endroits. Donc, je pense que pour impulser ce changement, c'est à tous ces niveaux que nous devons regarder. Et je suis très contente qu'aujourd'hui, vous ayez invité le docteur, parce qu'en parlant de santé publique, je pense que nos populations doivent comprendre que si aujourd'hui nous sommes de plus en plus malades, ce n'est pas les sorciers, c'est nous-mêmes, nous sommes parfois la cause de nos maladies. Et aujourd'hui, le nombre de cancers autour de nous est tellement élevé qu'il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, oui, même les enfants. Et puis, moi, pendant la journée du cancer de l'enfant, je travaille avec des enfants dans des écoles et vous ne pouvez pas imaginer comment ça brise le cœur de voir les enfants aujourd'hui atteints de cancer. Mais tout ça est lié à quoi? Le docteur peut l'expliquer. C'est notre mode de vie. Quand nous voyons nos enfants manger dans le sachet plastique, je le dis encore, les gens semblent dire que oui, bon, on n'a pas vraiment fait le lien, mais on ne peut pas laisser toute une population continuer à s'intoxiquer en mangeant des aliments chauds dans le sachet plastique et espérer que leurs enfants ne vont pas être malades demain. Je veux dire, il y a des choses révoltantes et nous devons tous nous mobiliser pour que dans notre façon de voir le consommation local, que ce soit plutôt un mode de vie. Pas, voilà, avec les exemples que vous donnez, comment selon vous cela échappe à la conscience de nos leaders, de nos politiciens pour des initiatives aussi simples? Moi j'aurais aimé, Eric, qu'à ce plateau qui est quelqu'un de l'administration. Alors nous l'avons fait justement, on devrait avoir monsieur Jérémy Dovedo, il est membre du comité d'organisation du mois du consommation local, il devrait représenter sur ce plateau le ministère de l'Industrie et du Commerce, mais je pense que son agenda ne l'a pas permis de se rendre disponible. On espère la voir la prochaine fois, mais déjà sur cette initiative, est-ce que déjà ça ne permet pas d'aborder ces sujets? On prend un mois où voilà, on parle de la consommation locale. Alors, pour revenir à la question, comment est-ce que tous ces éléments échappent à la conscience de nos leaders? C'est parce que bon. Oui. Je veux dire des choses. Non, on me tirer là-dessus, mais en réalité, il y a un déphasage.
entre ce que nous disons et ce qui se fait. Et ce qui se fait. Ils ont de très beaux discours, mais dans la réalité, je ne suis pas certaine qu'ils vivent ce qu'ils disent. Parce que sinon, comment est-ce que vous comprenez que malgré toutes ces évidences, qu'on ferme les yeux sur certaines choses? Je prends encore l'exemple du sachet plastique parce que vraiment... Absolument, j'allais y revenir. Oui, les autorités savent que le sachet plastique est dangereux pour la santé publique. C'est-à-dire, au-delà de l'environnement, c'est d'abord pour la santé. Et pourtant, on se tait. Nos enfants, dans toutes les écoles béninoises, depuis des années, mangent leur bouillie chaude dans le sachet plastique. Comment est-ce que vous voulez que quand ils vont être grands, qu'ils n'aient pas de cancer? Comment est-ce que vous voulez, quand ils vont être grands, que leurs enfants ne souffrent pas de tous ces problèmes? Et donc, pourquoi est-ce que nos autorités ferment les yeux? Moi, à cette question, je dis, il faut leur demander. Peut-être qu'ils ont des données que nous, en tant que citoyens, nous n'avons pas. Moi, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, c'est parce que je ne comprends pas que chaque fois qu'on m'invite, je viens. Même quand j'ai des choses à faire, je viens parce que je me dis, peut-être que d'autres personnes vont écouter cela. Et donc, je m'engage, je m'oblige à venir et à dire à nos populations, si nous voulons être en bonne santé, c'est aujourd'hui et c'est dans nos comportements alimentaires, dans nos comportements au quotidien. Et donc, c'est une responsabilité, je dirais, c'est un engagement citoyen. Et je pense que c'est important que les autorités comprennent cela. Merci beaucoup, Madame Sombré Dossou. Alors, docteur, la bataille du consommé local était loin d'être gagnée, en toute honnêteté. Ça va prendre du temps. Avant d'aller plus loin, je voudrais rebondir sur ce que Madame Idossou a dit à propos des sachets. Parce que c'est devenu un phénomène culturel. Mais hier, on estimait que sur le marché, on ne trouvait pas des emballages c'est-à-dire ce qui biodégradables. Aujourd'hui, ça existe déjà. Il y a beaucoup d'entreprises qui produisent aujourd'hui des emballages biodégradables. Ce qui est monstrueux, c'est que lorsque vous allez à des invitations, c'est vrai, quand c'est dans des restaurants, d'un certain instant, on ne voit pas ça. Mais lorsque nos parents font des cérémonies et vous venez, vous voyez qu'actuellement, la cassa ou la pâte qu'on vous sert, c'est emballé dans des petits sachets. Or, ces sachets ont été faits à base de pétrole, donc contiennent des produits hautement toxiques. Le sachet qu'on met au contact d'un aliment, surtout d'un aliment chaud, il y a du point de vue chimique, passage des produits contenus dans le sachet, dans l'aliment que nous consommons. Et l'addition de... Puisque ça devient un truc répétitif, l'addition de tout ça, là, inévitablement... L'accumulation, c'est le mot. Crée des problèmes sur le long terme, sinon pour ne pas dire sur le court terme. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Actuellement, nous avons beaucoup de problèmes et nous avons du mal à les relier à quelque chose. Or, c'est lié tout simplement à notre mode de vie. Normalement, les choses à bannir le plus rapidement possible, c'est les sachets, surtout les sachets qui servent de récipient ou de support pour conserver des aliments. C'est de la pâte chaude ou de la bouillie chaude. La bouillie chaude, surtout qu'on met dans le sachet. Parfois même, vous allez dans des maquis, la dame prend le sachet noir, met de la sauce chaude là-dedans, une sauce bien faite, hein, mais qu'elle met dans un produit, dans toxique. Un récipient, en fait, dans un support toxique. Oui. Ça gâte tout. Ça gâte tout. Non seulement ça gâte, ça pose des problèmes. Mais il faut reconnaître que il y a un travail à faire. Comme vous avez dit, ce n'est pas perdu comme situation, mais il y a un travail de fond à faire. Le travail de fond est que il faudra que le gouvernement, les autorités à différents niveaux sensibilisent d'abord. C'est-à-dire de consommer local, que les gens comprennent que c'est d'abord pour lutter, en fait, pour préserver la santé des populations. Or, la santé des populations coûte cher à l'ensemble de la communauté. Tout à fait. Donc, il faut tout faire pour préserver cette santé en évitant des modes de vie inappropriés. Deuxièmement, le consommer local a une dimension sociale parce que ça permet au niveau local, au niveau national, de produire
et de permettre à des gens d'avoir des emplois, du travail, parce que c'est des producteurs et ils sont sûrs qu'une fois la production faite, que ce sera vendu sur le marché local et ça va leur permettre. Or, tout ce qui vient de l'extérieur permet tout simplement à l'extérieur d'avoir les ressources et ça finalement on constate que la balance commerciale entre nous et les pays d'où nous importons les produits, qu'il y a la balance commerciale qui est déficitaire. Tout simplement parce que nous importons plus pour notre consommation que nous exportons vers les autres. L'autre chose aussi, c'est que ça permet le développement de l'économie locale. C'est-à-dire dans chaque localité, il y a la production, comme je l'ai dit, il y a la vente, il y a des emplois, il y a le développement local, il y a le mieux-être. Ça a une dimension, comme je l'ai dit, sanitaire, économique, sociétale, sociale, mais culturelle aussi, parce que ça permet la mise en place d'organisations. Donc, fort de tous ces atouts et donc des défis, chacun à son niveau. Normalement, pour ce qui se fait au niveau de chaque commune, au niveau de chaque mairie, les autorités municipales et communales devaient introduire dans leur budget annuel un volet pour la sensibilisation, mais en même temps pour développer des initiatives qui permettent aux gens d'aller vers la consommation. Parce qu'au finish, il faut dire que c'est la demande qui augmente l'offre. C'est la demande qui va augmenter l'offre. Si rien n'est fait pour que, au niveau local, les gens consomment local, ceux qui doivent produire pour la consommation locale ne seront pas enclins à produire davantage pour couvrir la demande. Or, quand la demande n'est pas forte et par conséquent l'offre n'est pas adéquate, qu'est-ce qui va se passer? Ce que nous allons produire au niveau local va se retrouver cher par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Et on sera toujours dans ce cercle vicieux d'avoir tendance à aller chercher ce qui est à l'extérieur parce que ça coûte. Je donne un exemple simple. Au jour d'aujourd'hui, il y a du riz qui vient de l'extérieur. Le riz venant de l'extérieur, globalement, il y en a de différentes qualités, mais quand vous observez, vous allez voir que ce riz est globalement moins cher que ce que nous produisons. Tout à fait. Et de façon, disons, instantanée, on aura tendance à aller chercher le riz moins cher. Or, il s'agit de créer les conditions pour produire davantage du riz. On en produit déjà, je ne sais pas, le ministre de l'Agriculture a donné un tonnage la fois dernière, mais je crois que ce n'est pas suffisant parce que depuis 50 ans maintenant, le riz est rentré dans notre alimentation comme un aliment quotidien. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, on ne mangeait le riz que les dimanches. À l'occasion des fêtes aussi. Et à l'occasion des fêtes. C'était ça. Mais maintenant, on mange le riz tous les jours. Il en est de même pour le pain. Donc, il faut agir de manière à ce que les gens continuent de consommer peut-être le riz, continuent de le faire, consommer le pain, mais créer les conditions pour que ça soit accessible au niveau local. Sinon, on aura toujours tendance à aller chercher à l'extérieur ce qu'il faut. Merci beaucoup, docteur. Alors, Madame Sandra Dessous, en face, la critique qui est formulée, c'est l'absence aussi de la production locale. Avec vous, j'ai eu la chance de tomber sur des produits locaux, par exemple le pain. Vous avez présenté à votre initiative apéro dégustation le pain à base de la farine locale. Donc, alors, ces initiatives ne sont pas encore suffisamment connues pour permettre au public de savoir que le pain qui est fait à partir de la farine de blé, on est aussi capable de le faire à partir de nos farines locales. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme le docteur l'a dit, il y a un besoin et donc les besoins sont tellement énormes qu'il faut en face pouvoir répondre. Et répondre, ça veut dire qu'on met en place des mesures pour accompagner tous ceux qui sont dans l'agriculture, tous ceux qui sont dans la transformation, pour qu'effectivement, nous puissions avoir sur le marché ces produits. Aujourd'hui, moi, je travaille avec une qui produit du riz localement ici,
mais ce n'est pas simple pour elle. Je dis, c'est à peine si elle arrive à satisfaire la demande, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui comprennent les enjeux et qui sont intéressées à acheter du riz local, mais il n'en a pas tout le temps. C'est pour dire aussi que tant que nous n'allons pas accompagner tous ceux qui sont dans ces filières de production ou d'agriculture et tout ça, nous ne pouvons pas avoir des produits. Maintenant, il faut accompagner les transformateurs pour que, au lieu que systématiquement nous tournions vers le blé, on a vu pendant la période de Covid, parce qu'il n'y avait pas de farine, c'était catastrophe totale. Les Africains allaient mourir de faim parce qu'on n'avait plus de farine de blé. Alors que en dehors de la farine de blé, surtout que le blé n'est pas très bon pour la santé. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent savoir. Le pain, les pâtes alimentaires, les pizzas, les burgers, tout ça, ce ne sont pas des produits qui sont très bien pour notre santé. Et donc, face à cette pénurie, quand il y a eu la période de Covid, certains ont commencé par faire des recherches sur les alternatives. Et on s'est rendu compte qu'avec notre farine locale, on pouvait faire du pain. Moi, je fais à la maison depuis des années du pain avec de la farine de manioc, du pain avec... Et la semaine dernière encore, un ami m'a envoyé un message. « Sandra, les pains avec les farines locales, où est-ce que je peux les acheter ?» Il n'y en a pas. Parce que tous ceux qui produisent, bon, ils le font de façon très artisanale. Et donc, tant qu'on ne va pas mettre en place... Et on a le même résultat que le pain, que nous consommons le plus. Oui, tout à fait. Il faut travailler la farine. Il faut avoir la farine de manioc panifiable pour que petit à petit, on arrive à avoir du pain. Évidemment, le goût n'est pas le même. La texture n'est pas la même. Donc, petit à petit, quand on commence par s'éduquer, on va revenir à apprécier. Moi, à la maison, je n'ai que ces pains. Donc, il faut pouvoir avoir des offres pour que ce soit à Nati Tengu ou ailleurs, qu'on puisse avoir des farines locales que les boulangers peuvent utiliser dans leur fabrication de pain. Donc, je pense que toutes ces initiatives méritent d'être accompagnées. Une fois encore, c'est pour ça que j'aime bien que l'État soit là pour nous dire concrètement, ce qui se fait. Voilà, une fois qu'on a fini de parler de ça en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que le mois prochain, on ait de plus en plus de farine, qu'on ait de plus en plus de produits locaux, de qualité, certifiés et tout ça. Bon, moi, après chaque célébration, on a toujours le sentiment qu'on est toujours au même niveau. Ben oui, on dit oui, on a compris, on va faire. Donc, à un moment donné, je pense que les mois d'octobre, il faut qu'ils nous disent, par exemple, bon, l'année dernière, voilà où nous étions, avec tout ce qu'on a mis en place. Voici ce que nous avons réussi par atteindre. Et ce n'est qu'avec ces chiffres-là qu'on pourrait vraiment voir si ça sert à quelque chose. Voilà. Mais alors, sinon, si on redit les mêmes choses... Comment vous voyez, quand vous voyez l'environnement de nos artisans en termes de production, est-ce qu'on a évolué? Parce que là aussi, il y avait des critiques sur l'emballage, sur la qualité aussi, la finition, voilà. Et donc, sur cette thématique, est-ce que nos artisans aussi ont pris conscience de la situation? Je pense que les artisans ont pris conscience, mais une fois encore, nos artisans ont besoin d'être accompagnés. Moi, ayant une galerie et travaillant surtout sur la qualité, enfin, sur des finitions qui sont de très bonne qualité, ce que je remarque, c'est que ces artisans ont besoin d'être accompagnés. Aujourd'hui, on ne peut pas, par exemple, parler d'avoir nos produits locaux dans les supermarchés si ces produits ne sont pas certifiés. Des normes. Il y a des normes. Mais la certification de ces produits, comment est-ce que les artisans sont accompagnés? Je sais qu'au niveau de la Chambre de commerce, ils ont mis en place des mécanismes qui accompagnent les entreprises, en tout cas les entrepreneurs, dans cette démarche de certification. Est-ce que cette démarche, est-ce qu'elle est facile pour les entrepreneurs? Est-ce qu'elle est accessible aussi Est-ce qu'elle est accessible? Moi, je sais une des artisanes avec qui je travaillais qui était rentrée du Canada pour transformer nos farines locales en biscuits. Parce que vous savez, tous les biscuits qu'on mange, ce que j'appelle encore des cochonneries, voilà, elle a décidé de fabriquer des biscuits pour nos enfants avec nos farines locales. Elle est venue du Canada avec toutes ses économies. Au bout de 2 ans, elle est repartie. Parce qu'elle n'a pas eu l'autorisation de mise sur le marché. Elle a fait toutes les démarches. Oui, on vous revient le mois d'après. Oui, dans 2 mois, on va venir. Ils vont venir faire ceci. Au bout de 2 mois, quand les économies ne sont... Enfin, quand il y a un capital... Voilà. Donc, elle est repartie. C'est pour vous dire aussi que, oui, on dit que au niveau de la CCIB, ou en tout cas, on a des institutions qui accompagnent les entrepreneurs. Il faut voir
l'accessibilité, est-ce que c'est simple? L'écoute surtout. L'écoute, est-ce qu'ils sont vraiment là pour accompagner? Et donc, moi, au niveau des artisans avec lesquels je travaille, je sais que la qualité est un élément très important. Et donc, je les pousse vers cette recherche, cette démarche de qualité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que autant nous parlons de qualité par rapport à nos produits locaux, nous n'avons pas la même exigence pour les produits qui nous sont déversés sur le marché. C'est paradoxal. Mais oui, personne ne va voir tous ces produits qui viennent de ces... Voilà. Au niveau qualité, où est-ce que... Voilà, qui c'est qui les contrôle? On ne sait jamais ce que nos populations mangent. Avec les poissons congelés qu'on mange, les poulets congelés, les Magicubes, tous ces produits qui sont déversés, personne ne parle de leur qualité. Et donc, moi, autant... je vise la qualité, mais il faut qu'on soit aussi indulgent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse accompagner les nôtres pour qu'ils mettent en place cette qualité, mais en même temps, ne regardons pas, enfin, ayons la même exigence pour ces produits qui sont déversés sur le marché. Donc, je voudrais dire aussi que nos artisans font des efforts, mais ces efforts ne seront visibles que s'il y a beaucoup qui consomment leurs produits. Hier, je donnais l'exemple des grandes marques. Les grandes marques que les Africains aujourd'hui s'achètent et tout, elles se sont pas levées du jour au lendemain pour être à ce niveau-là. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une décision. À un moment donné, on a dit, on va les accompagner. Les populations ont consommé, ont donné du prestige à ces marques. Et aujourd'hui, les Africains vont donner leur argent pour acheter ces marques. En oubliant que si nous ne faisons pas la même chose dans 100 ans, nos marques ne vont pas décoller. Et donc, si demain, nous voulons que d'autres personnes soient fières de porter nos marques, c'est en les consommant, c'est en les achetant, c'est en poussant nos artisans à s'améliorer. Si aujourd'hui, l'artisan produit 100 et que demain, il a la demande pour 200, évidemment, il va se donner les moyens d'améliorer cela. Mais si on se dit, on attend que les produits soient d'extrême qualité d'abord avant de les consommer, ça ne va pas venir. Et donc, cette exigence que nous avons vis-à-vis de nos artisans locaux, j'estime que nous en faisons un peu trop. Nous en faisons un peu trop, surtout si nous ne les accompagnons pas. Et pour moi, les accompagner, c'est les consommer, les pousser. Quand je dis, par exemple, je porte une montre qui est africaine, oui, peut-être que oui, de temps en temps, ça ferme pas. Enfin, peut-être qu'il y a quelques petites, je dirais, tout n'est pas parfait. Mais au fur et à mesure qu'on est nombreux à porter, l'artisan va retravailler son process et va affiner son produit. Plus de ressources à améliorer son travail. Mais si nous sommes là, dit la qualité, moi j'achète pas parce que je suis pas sûr. Qu'est-ce qui nous prouve que ce que nous achetons qui vient d'ailleurs est de bonne qualité? Voilà. Oui, docteur, vous voulez réagir? Oui, c'est très intéressant ce que Madame évoque là. Parce que si nous-mêmes nous ne donnons pas un peu de valeur à ce que nous produisons, c'est-à-dire ce que nos artisans, nos artistes, nos producteurs, ils font. Si nous ne donnons pas un minimum de valeur, il sera difficile pour eux. Un sursaut patriotique, vraiment, nationalisme. C'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire le patriotisme est une valeur à cultiver, à partager chez nous. Parce que nous avons un esprit que j'appelle souvent un esprit de critique. Au lieu d'avoir un esprit critique. C'est-à-dire, on dirait, ce n'est pas tous les Béninois, mais on dirait que lorsqu'on voit les choses, on cherche d'abord à voir ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas là-dedans. Au lieu on voudrait se donner une raison, peut-être, pour ne pas aller... Je ne sais pas, mais je crois que c'est instinctif, c'est un réflexe que nous avons développé au fil des années. C'est-à-dire, même en milieu intellectuel, quand vous présentez, on a tendance à s'appesantir sur les insuffisants, les faiblesses, au lieu de voir ce qui est positif. Or, tous les pays se sont développés en partant du rien, en fait. Tout le monde se rappelle qu'il y a encore une soixantaine d'années, quand on voyait certains produits, on dit, oh, ça c'est du chinois, ça. C'est vrai. Aujourd'hui, quand tu vois un produit chinois de par le monde, on sait que c'est la haute qualité. C'est vraiment un produit pratiquement avancé en termes de qualité. Donc, nous sommes amenés à essayer, faire des erreurs, recommencer et réussir finalement. Mais il faut que nous-mêmes,
nous ayons le reflet de nous encourager. Les initiatives qui sont prises, qu'on les encourage, qu'on félicite. Même si ce n'est pas bien fait, qu'on encourage les gens à aller plus loin. Parce que le problème aussi que nous avons au Bénin, c'est que nous ne savons pas travailler en équipe. On ne sait pas travailler en groupe. Chacun essaie de faire quelque chose dans son coin. Or, lorsque vous allez seul, vous avancez, mais vous avancez très lentement. Mais lorsque vous mettez... Imaginez par exemple que les gens... Combien d'ameublements on a ici pour faire des meubles de qualité? Tout le monde se plaint qu'on n'utilise pas les meubles qui sont faits par nos artisans ici. Combien de gens se mettent en groupe pour mettre en place une équipe, un groupe, et faire des meubles et les vendre. Là, ils pourront avoir plus facilement des marchés. Mais lorsque chacun dans son coin essaie de faire quelque chose, il lui est plus difficile. C'est ça, de faire face au problème, aux difficultés. Oui, et de conquérir le marché national. Ensemble, ils vont conjuguer les efforts et puis... L'autre chose que je voudrais dire, et Mme Nidossou a mis un accent là-dessus, c'est que de temps en temps, nous avons des gens de la diaspora qui arrivent. Leur avantage, c'est quoi? C'est qu'ils ont vécu là-bas. Et de l'extérieur, ils ont vu ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, chez eux. Mieux, ils voient les opportunités. Et même plus loin, ils ont quelques ressources financières et humaines, des compétences à mettre en place. Mais quand ils viennent souvent, pour ce qu'on a, des récits, des expériences, c'est des gens souvent... Ils sont découragés et puis ils repartent. Qui ne l'accordent pas. Mais c'est une perte parce que au moment venu, une fois que l'idée a avancé, ce dont on a besoin pour que ça devienne une réalité, c'est le financement. Or, ces gens sont le financement. D'ailleurs, de plus en plus, le financement de la diaspora devient un financement innovant, comme on le dit, un financement alternatif qui doit venir en aide, en accompagnement pour le financement du gouvernement et pour le financement du privé au niveau local. Donc, de plus en plus, nous devons nous appuyer sur la diaspora pour essayer de nous amener vers ce que nous appelons le consommateur. Parfait. Alors, nous sommes en train de finir cette émission, mais en plus de ce qu'il faut faire comme sensibilisation, amener nos leaders aussi à comprendre le bien fondé de la chose, il y a quand même des décisions fortes à prendre. Récemment, le gouvernement a pris une décision d'interdire la consommation des produits congelés, par exemple. De pareilles décisions aussi peuvent booster nos secteurs ou nos citoyens à aller vers la consommation des produits locaux. Non, mais je trouve que c'est très bien de prendre cette décision. Ça veut dire que derrière, on est sûr de pouvoir accompagner nos entrepreneurs à avoir des produits qui répondent justement à ces besoins. Là-dessus, c'est très bien. Donc, nous, on attend, parce qu'au niveau de la volaille, au niveau, je pense aussi du poisson, je pense que le poisson aussi, les poissons congelés et tout ça. Donc, petit à petit, on va voir sur le marché tous ces produits disparaître en faveur de nos produits locaux. Donc, moi, j'apprécie toutes ces initiatives. Mais je voudrais dire aussi que au-delà de ces initiatives, chacun de nous, mais quand je dis chacun, je ne parle pas que de l'État, je parle de nous tous. Chacun à son niveau peut impulser ce développement du consommant local, parce que comme on l'a dit, le consommant local a beaucoup d'avantages. Moi, quand on me demande pourquoi est-ce que je suis aussi engagée pour le consommant local, je dis souvent que ce que les gens oublient, c'est que consommer local, c'est aussi préserver l'environnement. C'est-à-dire que je défends l'environnement parce que le consommant local a un impact. Le fait de dire ma robe, le tissu que je porte, a été fait ici et que ça a été produit localement, ça veut dire que ça n'a pas voyagé. Alors que si j'achète un produit qui est importé, évidemment, en termes de CO2, je continue à polluer l'environnement. Et donc, c'est aussi un impact sur l'environnement, c'est-à-dire au-delà de tous les avantages que vous avez. Voilà. Il y a aussi l'aspect environnemental qu'il faut tenir compte. Et donc, je voudrais vraiment inviter chaque personne le matin en se levant à me dire comment est-ce que je contribue à faire développer le consommant local. Déjà dans ma salle de bain, regardez déjà, la pâte dentifrice, la brosse à dents, le savon. C'est par ces petits gestes que petit à petit nous allons continuer. Nous avons dans nos salles de bain
plein de produits dans des emballages en plastique parce que oui, moi je dois mettre telle crème, oui, je dois... Alors que dans nos produits locaux, nous avons de très bons produits pour la cosmétique, pour notre corps, en tout cas, nous avons des alternatives. Regardez après, une fois que vous sortez de votre salle de bain et tout ça, regardez votre literie, les draps et tout ça là. Localement, nous avons de bons textiles. Une fois que vous allez prendre votre petit déjeuner, qu'est-ce que vous mangez? C'est le café, c'est le pain, c'est le ceci. Alors que nous avons localement des produits. Il faut montrer qu'on a un rang social. Ben oui. Et donc, une fois qu'on finit tout ça, je dis, évidemment, tout ne peut pas être local. Je veux dire, on parle du transport, par exemple. Bouillie de soja, c'est ça vous voulez? Et ce sont des bouillies qui sont riches. Ce sont des bouillies ce matin. Pour remplacer, si je vous donne l'exemple, moi ce matin, tout ça. De toute façon, pas de lait. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Donc, dans nos produits locaux, nous avons des alternatives qui sont très bonnes pour notre santé. Une fois qu'on a fini tout cela, consommer local, ce n'est pas seulement dans l'alimentation. Consommer local, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de nous. Ce sont les services, ce sont les compétences, les entreprises locales. Avant d'aller vers ce qui vient d'ailleurs, posons-nous la question, est-ce que localement, nous n'avons pas d'alternative? Aujourd'hui, nous sommes là, par exemple, on fait venir toutes ces grandes entreprises pour construire. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des entreprises, nous avons des compétences locales. Donc, si nous voulons que ces compétences locales un jour arrive au sommet de tout ce que nous faisons venir, ça veut dire que nous les poussons aujourd'hui et nous les amenons petit à petit à arriver à ce niveau de compétence. Je retiens que nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Vous pensez qu'on va y arriver, Madame Sandré-Dessous? Moi, j'y crois. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'y crois. Je n'en parle pas seulement en octobre, j'en parle tous les jours. Et j'y crois parce que si chacun de nous fait un effort, nous pouvons y arriver. Regardez par exemple au Burkina. Même avec la situation politique et tout ça, c'est un peuple fier, c'est un peuple qui consomme, c'est un peuple qui développe. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire habiller les écoliers du Burkina Faso avec des tissus locaux. Oui, les gens ont dit, comme on disait tout à l'heure, on va d'abord regarder ce qui ne va pas. Oui, mais le faso d'Anfani, est-ce que c'est pas trop chaud? Est-ce que ceci? Voilà, on va se poser 10 000 questions. Mais en attendant, on fait développer notre industrie de textile. Donc, exactement. Donc, si nous faisons des efforts, et moi j'y crois. J'y crois que si chacun fait des efforts à son niveau, nous allons y arriver. Regardez comment vous êtes beau. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas votre journal tous les jours avec des textiles? Là, c'est à revoir. Voilà. Donc ça, par exemple, il faut que dans notre mentalité, nous changions. Tout à l'heure, le docteur disait, il a mis le costume parce que c'était politiquement correct et tout ça. Il faut que dans nos têtes, nous puissions voir que le local est beau aussi, que le local est chic, que le local peut se mettre à la télé, que le local peut aller rencontrer Emmanuel Macron, que le local peut voyager. Donc tout ça ne viendra que si dans notre tête, nous déconstruisons un peu tout ça. Docteur. Oui, en fait, il y a un exemple. On va y arriver. On va y arriver. Peut-être que ça va prendre un peu du temps. Regardez par exemple la vice-présidente, Madame Talata. C'est vrai, c'est vrai. Elle est toujours en tenue locale. Avec tout le respect que je elle est chic. Tout le respect que je lui dois. Est-ce qu'elle n'est pas belle dans sa tenue? Tout à fait. Très, très belle. Il y a aussi le président de l'Assemblée nationale qui, par moment, on le voit dans elle le est bon toujours, on dirait, elle est une DRP de consommer local. Elle est toujours en tenue. C'est rare de la voir dans une autre tenue. C'est vraiment beau. On veut des exemples comme ça. Oui, il faut multiplier les exemples. Maintenant, ce que l'État central doit faire, et c'est nous tous, c'est de mettre en place un fonds souverain pour que les Béninois, à l'horizon 2030, qu'on ne parle plus de consommons local, que ce soit déjà une réalité. Ce fonds souverain va surtout servir à renforcer les capacités, à permettre de faire des études pour élever les normes de qualité des produits, à mettre les gens ensemble. C'est vrai qu'il y a le projet ARCH qui fait déjà un certain nombre de renforcements de capacités, mais on doit aller loin. Parce que comme on le dit, le consommer local, c'est consommer ce que nous produisons, mais en qualité. C'est-à-dire, même si au début, ça peut flotter, il faut qu'au fil des années, qu'on se dise que nous sommes en train d'avancer. Parce que le consommer local, ce n'est pas fait seulement pour le local, pour le national. À un moment donné, il va falloir l'exporter de l'extérieur.
Donc, nous devons veiller à élever le niveau de qualité. Parce que, comme elle a dit, lorsqu'on consomme local, ça abaisse la teneur en CO2. Donc, c'est une façon de lutter contre le changement climatique. Parce que lorsqu'on importe de l'extérieur, tout le déplacement, le transport des produits qu'on doit faire ici et là, c'est tout ça là qui impacte, ça dégage beaucoup de CO2, donc ça impacte l'environnement. Mais je dois terminer en disant que il y a une entité qui doit aider le gouvernement, ou du moins, le gouvernement ou l'État central doit amener cette entité à l'aider. C'est les universités et les centres de recherche. Absolument. Parce que c'est à ce niveau qu'on fait toutes les recherches en termes de technologie alimentaire, de qualité, même des comportements des gens, l'acceptation, la satisfaction. Et il faut que ces études soient faites pour que ça puisse accompagner ce qui est fait. Une fois que l'État met en place un petit financement, parce que le grand financement, c'est les privés qui vont le faire, c'est la diaspora qui va le faire, mais l'État doit pouvoir accompagner en termes de renforcement de capacité, en termes de mise en place des normes d'accréditation et d'acceptation, de certification. Une fois que tout ça est mis en place, au fil des choses, je crois que ça va devenir un réflexe pour les Béninois de consommer local. Merci à vous, docteur. Je me tourne vers vous pour finir. Madame Sandra Dossou, votre mot de fin? Le consommation local, c'est tous les jours. Voilà. Et chacun de nous, voilà. Et tous les jours, vous faites l'effort. Dès que vous réfléchissez, dès que vous posez la question, vous allez voir qu'autour, vous avez des alternatives locales. Et donc, je profite de votre antenne pour dire que nous organisons justement ces initiatives. Et tous les derniers jeudis du mois, nous organisons des apéros avec des artisans qui viennent rencontrer les clients, les artisans qui viennent d'un peu partout. Le mois dernier, il y en avait eu de Djougou, de Parakou, de Ouida, qui viennent rencontrer les clients. Et donc, c'est un apéro qui est gratuit pour tout le monde. Les artisans viennent gratuitement. Je sais combien les artisans ont besoin de ces cadres-là. Et la dernière fois, je ne vous dis pas, nous, on avait limité à 10 artisans, mais on a eu tellement de demandes que, bon, là, on est en train de réfléchir. Ils ont eu aussi de sorties, de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et le fait de parler, d'être en contact avec les clients, d'expliquer que c'est quelque chose de très enrichissant pour eux. Et donc, je profite pour inviter les téléspectateurs tous les derniers jeudis du mois. Et donc, en octobre, là, ça va être le 31 octobre à 18h à la Galerie Couleur d'Afrique. Venez soutenir nos artisans. Venez leur montrer que vous aimez leur travail et que vous êtes patriotes. Parce qu'en consommant tous les jours, nous allons les amener demain à avoir leurs produits dans les magasins en Europe. Parfait. Docteur, un mot aussi à ajouter? Oui, c'est tout simplement. Vous invitez à Porte-Nouveau? Pourquoi pas? Pour la consommation locale. On ne fait plus à Gore seulement. En fait, c'est pour dire que consommer local, consommer national, ce n'est pas seulement une priorité. C'est une exigence et une urgence. Donc, il faut tenir compte. Merci. En tout cas, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Notre cri de cœur, c'est de faire en sorte que la consommation locale soit une réalité dans la vie de chaque Béninois. J'étais avec Madame Sandra Dossou, elle est directrice de la Galerie Couleur d'Afrique, et puis Monsieur Docteur Edmond Kifoli, vous êtes médecin de santé publique. Merci vraiment d'être venu ici et à Canal 3 partager avec nous vos avis, vos opinions sur la consommation locale. C'est la fin de cette émission débat. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision et à très bientôt. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité